Et place au coup d'œil sur l'actualité de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Ravallet. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Bonjour Emmanuel Ravallet. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'université de Lausanne au sein de l'Institut de géographie et de durabilité et fondateur du bureau d'études Mobile Homme. Merci d'être avec nous. Alors la semaine dernière, Emmanuel Macron annonçait sur YouTube sa volonté de créer 10 nouveaux réseaux de RER dans les 10 plus grandes villes de France. Alors Emmanuel Ravallet, est-ce une bonne idée ou un effet d'annonce ? Sans doute les deux. Non, mais on peut que se réjouir d'une intervention et puis d'un affichage de l'État ou en tout cas du président par rapport à ce développement dans les métropoles d'une offre de transport un petit peu plus pertinente par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des villes françaises. Il y a d'autres territoires, il y a déjà des métropoles qui ont investi dans ce type d'infrastructure. Il y a beaucoup de régions qui aimeraient aussi développer ça, mais qui manquent de financement. Donc, si l'État donne son appui pour aider au financement de ces projets-là, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle de long terme. D'accord. Alors, on nous parle du redéveloppement de réseaux de lignes moyennes, voire de petites lignes, mais ce secteur, on sait qu'il a été assez désinvesti depuis des années en France, et ça l'a laissé se détériorer au point que certaines lignes doivent être mises à l'arrêt par vétusteté. Est-ce que ça a été fait au profit des lignes à grande vitesse ? C'est la première question que je voulais vous poser. Et est-ce qu'à travers ces annonces, on peut imaginer un renversement de la politique de transport en commun française ? Alors, pour le coup, on n'est pas vraiment dans un renversement de la politique de transport en commun au niveau français. Là, on est juste effectivement sur une annonce certes forte et intéressante, mais effectivement, si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières décennies, puis même dans les dernières années sous la présidence Macron, on observe effectivement un désinvestissement de l'offre de transport, notamment ferroviaire, sur les petites et moyennes lignes. Il faut, pour avoir un ordre de grandeur, une image un petit peu qui permet de se rendre compte, on a fermé en France dans les 25 dernières années l'équivalent du réseau ferroviaire suisse. Ah oui. Voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Donc il y a effectivement des problèmes d'investissement. On l'a vu encore sur le budget 2023 qui vient d'être voté avec de l'argent qui a été proposé sur amendement au dernier moment pour augmenter l'enveloppe sur le ferroviaire, mais qui a été repoussé. Donc on se rend compte que voilà, ça évolue très lentement. Mais on est encore. je me permets juste. Pourquoi est-ce qu'on ferme toutes ces lignes-là ? Enfin, quelle est la justification derrière ces budgets ? Là, il y a des enjeux de rentabilité qui sont compliqués. C'est clair que l'offre de transport public, qu'elle soit urbaine ou interurbaine, en fait, c'est une offre qui n'est pas rentable, donc qui coûte beaucoup d'argent public. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai investissement en termes politiques pour pouvoir porter et justifier ces investissements et ces dépenses. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que au fil des décennies, les territoires se sont orientés vers, on va dire, la dépendance automobile a augmenté fortement dans ces territoires, et donc il y a des lignes qui ont vu leur fréquentation baisser. Et on rentre finalement dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que la fréquentation baisse, donc on baisse l'offre, donc il y a moins de monde, donc on baisse l'offre, etc. Et en fait, ce cercle vicieux, quelque part, est responsable d'un désinvestissement assez large sur l'ensemble du réseau ferroviaire, si ce n'est, vous le citiez tout à l'heure, les grandes lignes TGV qui rejoignent, on va dire, les très grandes métropoles françaises et pour lesquelles il y a effectivement eu une augmentation de trafic forte et puis des investissements qui ont permis de jouer sur la vitesse. Et justement, moi, ce qui m'interroge un petit peu sur ce désengagement des lignes moyennes et des petites lignes en France, c'est aussi la modification et la répartition de l'habitat et des formes d'habitat en France, donc autour de certaines polarités, qui font que, sachant que de toute façon, il n'y a plus de transport en commun, on a plutôt intérêt, ou moins intérêt à aller se concentrer dans des villes ou dans des zones où passent les gares. Alors comment est-ce qu'on a pu voir l'habitat évoluer en fonction de ça ? Est-ce que cet étalement de l'habitat urbain ne joue pas en défaveur de la redensification d'un réseau de transport en commun ? Ah bah oui, c'est clair que de toute façon, ça fait longtemps on dit qu'on sait qu'il faut articuler une politique de transport avec une politique de territoire, et c'est clair que dès lors qu'on n'est pas capable de lutter contre l'étalement urbain ou contre le desserrement des activités économiques,
on se rend compte, on se retrouve avec un territoire dans lequel l'usage de la voiture s'impose aux personnes et puis en tout cas aux personnes qui travaillent aussi dans les entreprises. Donc c'est là encore quelque chose qui doit être articulé. Il y a des contraintes d'aménagement du territoire qui doivent permettre de limiter la création de logements nouveaux ou l'installation d'entreprises ou de commerces nouveaux, y compris les grandes surfaces, dans des zones qui sont mal ou ne peuvent pas être desservies par les transports en commun, parce que tant qu'on n'a pas une politique très forte à ce niveau-là, on est de toute façon dans une situation qui contraint complètement l'usage des modes alternatifs à la voiture, parce que c'est pas possible en fait, et on parlait de rentabilité tout à l'heure, ça coûte très très cher de développer une offre de transport en commun dans des zones peu denses. Donc c'est clair que à ce niveau-là, il faut créer des centralités secondaires, même des petites centralités partout, de manière à être en mesure de proposer une armature transport public autour de laquelle derrière on va pouvoir articuler différents modes et offrir avec une gamme large multimodale des alternatives à la voiture. Mais pourtant, dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Allemagne qui a développé l'été dernier une offre à 9 € par mois et qui maintenant est passée à 49 € par mois pour l'ensemble du territoire. Il y a quand même des choses qui sont proposées pour promouvoir ces transports publics. Alors pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à faire la même chose ? Il y a plusieurs choses. Là, jusque-là, on parlait beaucoup d'offres, donc de la manière dont on développait depuis ces dernières années où on avait du mal à développer l'offre de transport public. L'autre question, après, c'est la question de la tarification et de la manière dont on peut s'entendre entre autorités organisatrices pour pouvoir permettre à l'usager de se déplacer avec des types de transport qui soient compréhensibles, faciles à prendre et peu chers. Donc là encore, en France, on a des difficultés importantes. On se rend compte que à part quelques très bons exemples dans certains territoires, globalement, on a du mal à s'entendre entre opérateurs de transport et entre territoires pour offrir des types de transport qui permettent de se déplacer sans avoir besoin de reprendre un nouveau ticket dès lors qu'on change de mode de transport. Et ça, c'est clair que c'est là aussi un frein qui est super important. Pour vous donner là encore un exemple, en Suisse, on a l'abonnement général. Avec cet abonnement général, en fait, une fois que vous l'avez pris au début du mois ou au début de l'année, selon la durée qui vous intéresse, vous avez plus de type de transport à prendre pour prendre tous les trains suisses partout en Suisse, tous les transports urbains de toutes les villes suisses et un certain nombre de lignes ferroviaires petites aussi en surplus. Donc, et vous voyez, il coûte combien cet abonnement, pardon ? Alors, il coûte 3 600 francs pour la version annuelle. Donc voilà, on est en Suisse, donc c'est vrai que c'est cher, mais c'est lié aussi aux salaires qui sont. Bien sûr, c'est pour se faire une idée quand même de ce qui est possible. Ouais. D'accord. Ouais. Mais ça pose aussi, vous parliez de territoire, d'opérateurs, ça pose aussi la question de l'État et de la centralisation et de la décentralisation du réseau ferroviaire en France. J'ai envie de vous dire à qui la faute et à qui d'agir en fait, qui est-ce qui paye et qui est-ce qui met en place ce réseau-là et qui l'entretient ? En fait, là-dessus, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. Si on est sur des projets de réouverture de lignes, par exemple, il va y avoir évidemment les collectivités locales et tout ce qui est communauté de communes ou d'agglos qui sont concernés, qui vont avoir un rôle à jouer en termes d'animation du projet. Mais derrière, le financement, il va être principalement porté par les régions, enfin la région qui est concernée, et éventuellement l'État. Et puis derrière, il va y avoir besoin d'impliquer aussi de manière très très forte SNCF Réseau. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on a des régions qui sont plus motrices et qui arrivent à développer, on le voit notamment du côté strasbourgeois, mais c'est qu'un exemple, où on voit que avec une région très très forte qui met vraiment la main à la poche pour développer développer le réseau et investir fortement dans sa croissance, et ben ça bouge. Puis il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus frileuses et qui finalement n'investissent que peu et ne portent pas nécessairement de projet ni de réouverture ni d'entretien du réseau. D'accord. Et ça pose aussi une question de stratégie environnementale à long terme. Donc c'est pareil, la répartition entre les opérateurs, l'État et les régions, je suppose qu'elle doit être un petit peu compliquée. Et en plus de ça, actuellement, donc on voit une augmentation des prix de l'énergie, la crise énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour penser ce réseau à long terme et l'évolution des modes de transport à long terme et ne pas reporter les hausses à chaque fois des prix donc de l'énergie actuellement sur les utilisateurs ? Alors, c'est clair que la vision, elle doit forcément venir, la vision politique, elle doit venir, on va dire, du territoire le plus pertinent par rapport au mode de vie des populations qui y habitent.
Là, évidemment, on est en France sur un rôle qui doit être très important en termes de vision politique de long terme de l'État. Mais derrière, cette vision politique de long terme, elle doit se déployer et elle doit ruisseler sur tous les acteurs régionaux, notamment les métropoles qui ont la compétence aussi transport, et puis les EPCI et communautés de communes, communautés d'agglo, qui vont avoir aussi cette compétence d'autorité organisatrice et qui vont devoir derrière déployer des réseaux. Donc en fait, tant que tous ces acteurs-là sont pas alignés, c'est très difficile en fait d'avoir quelque chose d'efficace et de rapide qui se met en place, sachant que, encore une fois, au-delà de la vision de long terme, il faut vraiment insister sur l'idée que il y a des choses à faire très rapidement, de court terme et de moyen terme, pour que en fait le contexte change par rapport à toutes ces alternatives à la voiture qui peuvent se déployer, qui peuvent se développer. Et il y a des choses qui sont faciles à faire à court terme et qui devraient être faites rapidement. Est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Oui, que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup de lignes de trains qui ont été fermées. Ouais. Sur ces lignes de train qui sont fermées, en fait, c'est des capacités qui existent, c'est des tracés sans expropriation qui existent. Donc là, il y a des projets, évidemment pas toutes, mais il y a des projets de réouverture qui existent aujourd'hui, qui doivent être portés et qui doivent être accélérés. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que l'usage du train, en fait, il passe par une politique multimodale. Donc ça veut dire que les lignes existantes, pour vous donner aussi une idée intéressante, on a un réseau de trains qui reste relativement bien développé en termes de kilomètres de lignes par habitant en France. Par contre, c'est un des moins circulés en Europe. Donc là aussi, avant d'ouvrir des nouvelles lignes et puis de penser à un déploiement du réseau, il faut aussi se préoccuper de la manière dont le réseau actuel est circulé et puis développer l'offre avec des amplitudes horaires plus importantes, avec des fréquences qui sont plus importantes, etc. Pour vous donner un dernier exemple, la baisse de la vitesse maximale sur l'autoroute, c'est une politique ferroviaire. Parce qu'on est évidemment dans un jeu concurrentiel entre la voiture et le train sur du moyenne ou longue distance. Et à partir du moment où on a un réseau ferroviaire qu'on souhaite soutenir et qu'on souhaite rendre attractif, il faut le rendre attractif par rapport à la voiture et donc aussi accepter l'idée que en travaillant sur un certain nombre de contraintes à l'usage de la voiture, on améliore les avantages comparatifs du train. Et alors, on va revenir un petit peu aussi une nouvelle fois sur la crise énergétique, mais on voit que autour de cette crise énergétique et donc du gasoil récemment, l'État a déboursé 7 milliards donc pour le gasoil, pour l'essence il n'y a pas très longtemps. J'ai entendu ce matin encore de nouvelles annonces de la Première ministre à ce sujet-là, alors que par exemple en Île-de-France, la région demande à peu près 800 millions, si je ne dis pas de bêtises, pour que l'État compense l'augmentation de la hausse des prix de l'énergie. Et l'État semble rechigner à le faire. Il y avait des négociations aujourd'hui, je crois que ça aboutit sur un passage du prix du pass Navigo de 70 à 84 €, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Qu'est-ce que ça dit un petit peu quand même que l'État ait beaucoup plus de facilité à subventionner les automobilistes et donc les prix de l'essence, et au contraire le réseau ferroviaire c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse dans les mobilités, on a l'impression. Oui, c'est clair que ça illustre quand même un petit peu la manière dont l'État accepte de porter et d'accompagner les usagers des différents modes de transport. Au-delà peut-être de ces signes qui sont pas des très bons signes, il faut quand même rappeler qu'il y a une partie importante, une partie non négligeable de la population qui a des difficultés financières et qui doit se déplacer et qui ne peut se déplacer qu'en voiture parce que en fait pendant des années, là encore, finalement, on a accepté que le territoire se construise, s'aménage, etc., sur des métriques qui sont compatibles qu'avec l'usage de la voiture. Donc, on est aussi avec cette réalité-là, et donc il est nécessaire de faire avec. Donc, quelque part, une aide ciblée pour les ménages qui sont en difficulté pour qu'elles puissent se déplacer, c'est quelque chose qui a évidemment du sens d'un point de vue social. Mais au-delà de ça, on a des messages très forts en parallèle à envoyer sur l'usage des modes alternatifs à la voiture. Et ces messages-là, ils sont clairement pas envoyés aujourd'hui. Ouais. Et alors, il y a un autre mode de déplacement alternatif à la voiture qui est l'avion. Et en comparaison à ça, je voudrais faire un point sur la stratégie tarifaire de la SNCF.
autour, donc on voit que les prix sont extrêmement importants, des prix des billets de TGV, et à côté de ça, il devient presque plus rentable sur certains trajets de prendre l'avion que de prendre un train. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut analyser cette chose-là? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ouverture à la concurrence des lignes de TGV? Alors, c'est vrai que c'est quand même terrible de se rendre compte que le billet de train est plus élevé que le coût de l'avion pour faire un déplacement n'importe quel. Enfin, en tout cas, dans certains cas, qu'il soit plus élevé. On est ici sur des choses qui sont complexes, qui sont liées notamment au fonctionnement du ferroviaire en France avec des sillons que SNCF Voyageurs doit acheter à SNCF Réseau, alors qu'on est à l'intérieur même d'une même grande entreprise, mais avec un système de sillons qui doivent être achetés, payés, avec une volonté de rentabilité des deux, aussi bien SNCF Voyageurs que SNCF Réseau, et on se retrouve quelque part avec cette espèce d'irrationalité des prix, et en tout cas une absence totale de raisonnement, et là encore c'est le rôle du politique au niveau national qui est à mettre en cause, c'est-à-dire que il y a qu'au niveau de l'État que il est possible, même d'ailleurs pas seulement au niveau de l'État français, mais peut-être au niveau européen, qu'il est possible de réfléchir à une régulation des prix des différents modes de transport par rapport à une orientation des pratiques. C'est-à-dire qu'on dit que les gens doivent utiliser plus le train et moins la voiture, et doivent utiliser le train et moins l'avion. Par contre, il n'y a aucun moment où on s'autorise une régulation des prix en comparant les différentes alternatives, en disant, en fait, les logiques de fixation des prix de l'avion et du train doivent se faire au regard des prix des autres modes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est encore une fois une vision multimodale qu'il est nécessaire d'avoir, et tant qu'on ne l'a pas, en fait, on pense, on agit, et tout est organisé en silo par mode, et donc on est incapable d'avoir cette régulation multimodale. Et vous en parliez aussi un petit peu tout à l'heure, on voit également que les usagers se détournent des transports en commun. Vous avez fait réaliser une étude sur le sujet à Lyon en sortie de Covid, que vous avez publié cette année, si je ne dis pas de bêtises. On voit que donc, les transports en commun sont de moins en moins fréquentés. Alors déjà, pour quelles raisons? Et alors, au profit de quel autre moyen de transport? Bon, c'était clairement l'effet crise. Ouais. Il y a eu un effet crise sanitaire qui a été très fort avec les transports publics urbains, interurbains, et puis les modes partagés qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire et des contraintes qui étaient associées à cette crise. Les transports publics ont du mal à retrouver les fréquentations pré-crise 2019, mais s'en rapprochent tout doucement. Donc on revient quand même à une situation qui est proche de la situation d'avant-crise. Disons qu'on peut se dire que 2023-2024, on aura retrouvé les fréquentations en termes de nombre de passagers qu'on avait avant la crise. Et derrière ça, les pratiques modales sont vraiment très très dépendantes des territoires dans lesquels on réside. Puis ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vous avez quand même dans les centres urbains très denses une augmentation d'usage de la marche et du vélo. Ça c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif. Une baisse quand même tendancielle de l'usage de la voiture et de la possession de la voiture dans ces territoires-là. Et puis en parallèle, vous avez en périurbain, dans les zones périurbaines ou rurales, un usage de la voiture qui reste très très élevé et qui a profité finalement de la situation de la crise pour ne pas baisser plus fort qu'elle l'aurait pu. Mais ça fait quand même peut-être, je me permets juste un petit lien avec l'annonce d'Emmanuel Macron par rapport au RER métropolitain. Ce sont quand même des projets de transport public qui sont intéressants à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même une rupture de plus en plus forte entre les conditions de déplacement à l'intérieur des villes et les conditions de déplacement dans les zones périurbaines ou rurales. Ouais. Et donc pour faire métropole, il est intéressant et important de travailler sur des projets de ce type-là qui vont avoir vraiment ce rôle de suture entre les différents territoires. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment des choses qui doivent être soutenues. Mais est-ce que la vétusteté finalement du réseau ferroviaire et des transports en commun plus largement, on voit bien l'image des bus, des métros, des trams en moindre mesure, sont plutôt dégradées. Est-ce que cette image-là ne joue pas en défaveur justement des transports en commun ? Et à contrario, on voit également que la voiture toujours, mais de plus en plus le vélo et la trottinette électrique sont des modes de mobilité qui sont associés plus de plaisir, plus de liberté, qui sont plus agréables au quotidien. Comment est-ce qu'on réarticule autour de ça ? Ouais, allez-y, pardon. Je pense qu'il faut
bon, il faut peut-être ne pas être si pessimiste que ça. Il y a quand même des investissements importants qui sont portés dans beaucoup de territoires au niveau des transports publics. Il y a des matériels roulants neufs qui existent un peu partout en France. Il y a des conditions de déplacement qui se dégradent pas partout et de manière uniforme. Ça bouge et puis voilà. C'était juste pour avoir un tableau un peu moins négatif de ce point de vue-là. D'accord. Par contre, là où vous avez raison, on a parlé tout à l'heure de prix. Les critères de choix des différents modes de transport, ils sont variés et ils sont pas les mêmes pour tous les gens. Les gens qui vont être très sensibles au prix et d'autres qui seront plutôt sensibles aux conditions de confort, par exemple. Et c'est vrai que un des enjeux, et on le voit de plus en plus apparaître dans les centres-villes français ces dernières années, au niveau du choix modal, c'est l'impact de la saturation des réseaux de transport public sur le niveau de confort et l'impact que ça peut avoir sur l'usage derrière de ces modes-là. Et donc ça, c'est une thématique nouvelle qu'on voyait pas apparaître dans le même type d'enquête il y a 10-15 ans, mais qui aujourd'hui devient un frein à l'usage des transports publics parce que c'est vrai qu'il y a dans certaines villes des conditions de déplacement qui peuvent être un petit peu difficiles ou voire très difficiles. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Il y a des investissements à apporter. Il y a évidemment un vrai effort à faire, et cet effort-là, il doit effectivement porter aussi bien sur les questions de tarifs, sur les questions de fréquence, sur les questions d'amplitude horaire, sur les questions de confort, sur la capacité qu'on offre aux usagers d'utiliser ou de valoriser leur temps de déplacement. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre à une gamme la plus large possible de personnes de faire un choix qui ne soit pas celui de la voiture. Et alors vraiment en 2 mots pour terminer cet entretien, qu'est-ce que l'on peut dire des modes de transport alternatifs que sont par exemple le covoiturage ou ce genre de solutions qui pourraient être pensées un petit peu comme pansement finalement pour pallier le manque de transport en commun, mais qui dans certaines zones bénéficient de soutien politique publique. Qu'est-ce qu'on en pense de ces modes de transport-là ? Alors, il y a une grande gamme, autopartage, covoiturage, tous les nouveaux services à la mobilité, vélo en libre service, etc. Tous ces modes-là, en fait, c'est des modes qui sont très intéressants, mais qui peuvent pas à eux seuls remplacer l'usage de la voiture. Donc, ils doivent être articulés les uns avec les autres, et si possible avec une offre de transport public existante sur le territoire, qui doit jouer le rôle de colonne vertébrale de l'offre multimodale. Et c'est seulement quand on arrive vraiment à articuler tous ces modes-là qu'on arrive à offrir une alternative vraiment crédible à la voiture qui reste quand même un mode extrêmement efficace et performant. Donc c'est vrai qu'il faut les articuler. Il y a une vraie régulation à avoir pour donner l'exemple des trottinettes. Tant qu'on n'est pas capable de réguler la place des trottinettes, les acteurs qui sont présents sur les territoires, etc., on aura du mal finalement à atteindre des objectifs de politique publique qu'on ne s'est même pas donné la peine d'expliciter. Donc oui, il faut expliciter ces objectifs. Et puis derrière, encore une fois, s'autoriser une régulation des différents modes et travailler vraiment à leur articulation, une articulation qui peut être tarifaire, voilà, un unique titre pour utiliser tous ces modes-là, c'est ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service, et une intégration aussi servicielle, c'est-à-dire voilà, en bout de ligne, on met à disposition d'autres choses. Emmanuel Ravalet, merci beaucoup, le temps nous manque. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Lausanne au sein de l'Institut de géographie et de durabilité et fondateur du bureau d'études Mobile Homme. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi Regard sur l'actualité. Le journal et l'entretien seront disponibles sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Emma. Merci Florian. Vous écoutez Radio Anthropocène.